2058. Un patient inattendu. Pauline soupire et se redresse. Pierre somnole encore près d'elle. Le soleil est déjà bien bas sur la ligne d'horizon. Il est tard, elle doit préparer le dîner. Elle épluche quelques carottes et des pommes de terre du jardin. Grâce à l'ensoleillement exceptionnel de la journée, elle a pu cuire un pain cet après-midi. Son père sera content. La fermière a accepté de lui échanger un peu de lait et de beurre contre quelques travaux de couture. Avec des œufs durant plus, c'est presque repas de fête ce soir. Tandis qu'elle s'affaire, son esprit repart auprès d'Arnaud, d'Anita, de Mathieu, du petit Thomas. La peste qui avait emporté le petit garçon avait tué de nombreuses personnes restées sans soins. D'autres maladies continuent de causer des ravages, nouvelles, inconnues, portées par des insectes ou des mammifères migrants. Le bilan mondial en pertes humaines est effarant et ne s'arrête plus. Sous la pression des océans, les déplacements et concentrations humaines s'accentuent, et ce, malgré une population qui a amorcé officiellement son déclin depuis 2048. L'homme lutte pour l'eau potable. Les cultures insuffisantes sont gardées, nuit et jour. Le réchauffement anéantit des colonies d'insectes pollinisateurs. Leur collaboration fait défaut à la production de fruits. Beaucoup de maillons de la chaîne alimentaire manquent. On ne trouve quasiment plus aucun animal à l'état sauvage. Les gibiers ont tous été chassés et consommés avant d'avoir eu une chance de reproduire leur espèce. Les animaux domestiques, chiens, chats, oiseaux, ont disparu des foyers et des coins de rue. Difficiles à nourrir en période de crise, ils ont prouvé leur utilité en sustentant quelques ventres affamés. Pauline jette un œil par la fenêtre grillagée. La nature est devenue si triste. Elle aimait le paysage de sa fenêtre, les grands arbres qu'elle contemplait au loin. Tout ça a bien disparu et laisse place à une végétation rase et quelques buissons. Il ne reste plus aucun arbre. Ils ont tous été utilisés jusqu'aux plus petits pour alimenter les cheminées ces derniers hivers. Cela fait déjà quelques années que les grands chênes rescapés des maladies, les peupliers, les marronniers, les sapins, les bouleaux, tout ce qui peuplait les jardins, ont été sacrifiés pour quelques degrés supplémentaires dans les chaumières. Au dernier hiver, il a fallu s'attaquer aux jeunes pousses pour avoir quelque chose à brûler. Et maintenant, il ne reste rien, nulle part. Pierre s'agite enfin et sort de son sommeil. « Eh ben dis donc, pour une sieste, c'est une sieste, mon papounet !» le taquine Pauline en l'embrassant. « Tu ne crois pas que tu as passé l'âge de m'appeler papounet, franchement ?» répond Pierre du tac au tac en s'étirant. « Non, pourquoi ? Tu seras toujours mon papounet, et moi ta petite Pauline. »« C'est vrai, tu es toujours ma petite fille, ma petite princesse, sauf que maintenant c'est toi qui prends soin de ton vieux papa. À propos, qu'est-ce que tu nous prépares à manger ? Tu vas être content, j'ai pu cuire un pain avec ton four solaire. Ils sont délicieusement bons. Et sinon, on a des patates, des carottes, des œufs et même du beurre. Miam miam. Bon, je vais faire un tour au jardin, voir si je trouve quelques pissenlits pour agrémenter. » Sortir faire quelques pas dans le jardinet était devenu un des rares plaisirs de Pierre. Il observait la nature à la recherche de sources d'espoir, tel qu'un bébé chêne, comme les appelait encore Pauline. Quand il en trouvait, il s'évertuait à le protéger, le bichonner pour essayer de le sauver. Mais c'était devenu si singulier d'en dénicher. Il ne restait plus beaucoup d'oiseaux pour disperser les graines et plus de grands chênes pour les produire. Il aurait dû se faire une raison. Il avait connu tant de déconvenues. Ses derniers essais remontaient à 2 ans. Il avait protégé 3 bébés chênes. 2 n'avaient pas survécu. Le 3e atteignait tout juste 1,50 m et avait mystérieusement été arraché une nuit. Il était bien assez désespérant de constater les maux de la nature, mais il devenait exaspérant de subir ceux qui persistaient à l'achever. Une demi-heure plus tard, Pierre remonte dans la cuisine, quelques feuilles de salade à la main. « As-tu réussi à voir quelque chose à la télé tout à l'heure » demande-t-il en passant les feuilles sous l'eau. « Pas longtemps. En tout cas, il parlait de la guerre en Italie. On a vu quelques images des maisons détruites, puis on a perdu la connexion. Je vais l'allumer, voir si ça fonctionne maintenant. » Pierre se dirige vers le vieux téléviseur et tente l'opération.
Il ne se passe d'abord rien, l'écran reste noir. Oh, je crains qu'elle ne nous lâche cette vieille télé depuis le temps, maugrait Pierre en triturant la prise. En tout cas, les batteries sont chargées avec le soleil qu'on a eu. Ah tiens, regarde, voilà que ça marche. L'écran s'illumine d'un coup, mais laisse paraître une image de neige. Bon, ça marche, mais il n'y a rien à capter maintenant. Décidément, peste le vieil homme. Calme-toi, regarde, il est presque 20h. S'il y a une programmation, ça ne va pas tarder. Je prépare un plateau télé ? Pauline sourit. La patience n'a jamais été le point fort de son père, et en vieillissant, ça ne s'est surtout pas arrangé. Effectivement, quelques minutes plus tard, une image émerge de l'écran. Elle représente un paysage de montagne, un lac translucide, des sommets enneigés au loin, des forêts de sapins. Il se dégage une sensation de fraîcheur qui ferait presque oublier les tourments du quotidien. Tiens, hier c'était un paysage de mer. Ils ont de belles archives, commande Pauline en déposant sur la vieille table du salon un plateau avec 2 assiettes composées du festin, la miche de pain et des verres. L'accalmie est de courte durée. Aucun présentateur pour la transition. Le téléspectateur bascule directement dans le cauchemar d'un reportage. Celui-ci les emmène cette fois aux États-Unis. Là-bas, tout a toujours été surdimensionné. Les catastrophes climatiques ne font pas exception. Les zones côtières surpeuplées de l'Est ont disparu sous un mètre d'eau. À l'Ouest, la situation n'est guère plus brillante. La côte pacifique si prisée est inondée elle aussi, repoussant les habitants dans les terres hostiles des déserts. La population réchappée, concentrée, souffre des épidémies. Des cyclones et tornades se sont succédés, ne laissant aucun répit aux habitants. Les hommes, surarmés au nom de leur sécurité, s'organisent en groupes, exacerbant les tensions et provoquant des carnages. Les indigents sont prêts à tout pour leur survie. Devant l'arrivée massive des sudistes, des mesures sélectives et répressives ont été remises au goût du jour, triste réminiscence d'un passé a priori révolu. Mais les vieux démons n'ont jamais vraiment quitté le pays de la liberté, et à la moindre crise, le racisme ressurgit, plus intense que jamais. Les populations noires, asiatiques, mexicaines et autres le subissent cruellement. Au nord, le Canada, Eldorado dans la tourmente, ne se remet pas du conflit avec la Russie. Le pays souffre de plus en plus de nombreuses inondations, dues à la fonte des dernières glaces de l'Alaska, de l'immersion de terre plus au sud, enfin des pluies incessantes qui caractérisent désormais le climat du centre du pays. Les récoltes pourrissent sur pied, les prix s'envolent. Ici comme ailleurs, famine et insécurité emplissent le quotidien. En Amérique du Sud, les dictatures, les mafias locales ont eu raison des dernières ressources. Là comme ailleurs, des populations décimées tentent de survivre. Tels des pions sur l'échiquier du sacrifice des richesses terrestres, leurs forêts primaires, si regrettées aujourd'hui, ont souffert de la convoitise, de la cupidité d'une poignée d'hommes et de l'impuissance des autochtones trop miséreux pour empêcher le désastre. Dans tous ces pays pauvres, comme en Inde, les paysans ont été abusés. Sur la période 2000-2030, à grand renfort de crédit, ils employaient des semences transgéniques. Les récoltes se sont essoufflées, infectées d'adventices, n'honorant plus leur promesse d'enrayer la faim dans le monde. Les cultivateurs surendettés ont migré ou se sont suicidés, livrant leurs familles à la misère. Les destructions et le changement climatique opérant, des régions arides et curieusement des zones humides lorsque le sol a été déstructuré, se sont formés à l'échelle des pays. De même, en Afrique, les dunes de sable se sont étendues massivement, repoussant les survivants dans d'étroits couloirs bordés par la montée des océans. Les populations périclitent dans ce piège sans issue. Au nord du continent, le surpâturage des années 2000 a détruit les formations herbacées et arbustives, charpentes de la terre. Le sol y est irréversiblement inculte. Ainsi les bergers ont eux-mêmes involontairement précipité leur sort, celui de fuir vers les bidonvilles, leur mouroir. Les pôles ne sont pas épargnés.
La glace, pilier essentiel de la culture locale, a abandonné les autochtones sans leur laisser le temps d'une adaptation. Une fois de plus, le bilan est frais. Économie par terre, chômage quasi généralisé, faune et flore ravagées, absence d'état de droit. Avec la crise globale et les réglementations internationales bafouées en matière de protection de l'environnement, la couche d'ozone a amorcé une nouvelle régression massive dès 2020. Plus qu'ailleurs, dans ces zones extrêmes, à l'écosystème fragile, les conséquences désolent. Pour l'homme, cela se traduit par des brûlures, des conjonctivites, des cataractes prématurées, des maladies auto-immunes, des cancers, et cela dans un contexte d'absence totale de médecine moderne. Les reportages s'enchaînent aux quatre coins du monde, les images se ressemblent, des êtres en grande souffrance, désespérés, qui attendent une main secourable, mais qui ne pourrait désormais venir que de l'espace. Les années 2000 ont été marquées par l'avènement de l'idée choquante d'une nécessaire politique de régulation des naissances. Aujourd'hui, sans être jamais appliquée, cette vision progressiste qui provoquait l'émoi des personnes bien pensantes, en majorité d'obédience catholique ou créationniste, cède la place à l'épuration ethnique aux quatre coins du globe. Les grandes puissances ferment les yeux, l'histoire se répète. Pauline et Pierre dînent en silence. Chacun se demande quel sera le prochain désastre, la prochaine calamité. Ils vivent en direct la déchéance de l'humanité, orchestrée par l'homme lui-même. Le petit hôpital de Pauline continue de fonctionner malgré les manques des moyens. Le corps médical apporte secours, réconfort et soins, mais sans médicaments, certaines pathologies banales entraînent la mort. Un jour, Pauline découvre un nouveau patient dans son service. Un homme âgé d'une 60aine d'années a été admis inconscient. Son organisme ne révèle aucun dommage ou lésion particulière. Il semble juste épuisé, à bout de force. La perfusion à son bras l'alimente et lui dispense des compléments énergétiques. L'homme gisait sur le bord d'une route, sans aucun papier. On ignore jusqu'à sa nationalité. Pauline, dans sa chambre, vérifie le goutte à goutte, puis pose sa main sur le front de son patient. Pas de température. Alors qu'elle s'apprête à quitter la chambre, elle perçoit un léger tressautement des paupières, s'approche du lit, prend la main de l'homme et lui parle doucement. « Bonjour, vous m'entendez ? Vous êtes en sécurité ici, tout va bien. » Les yeux de l'individu s'ouvrent enfin. 3 jours de sommeil dans cette pièce et enfin, il se réveille. Un regard hagard et un peu hébété parcourt la pièce avant de revenir se poser sur Pauline. Elle lui sourit. « Vous allez mieux ?» L'homme ne répond pas, il ne paraît pas entendre ce qu'elle lui demande. Pauline poursuit. « Vous ne me comprenez pas ? Parlez-vous français ?» Enfin, l'homme acquiesce par un léger hochement de tête. « Bien. Maintenant que vous allez mieux, je vais vous laisser vous reposer, et je repasserai tout à l'heure. Si vous avez besoin de quelque chose, appuyez sur ce bouton et j'arrive tout de suite, d'accord ? » L'homme ne réagit pas. Pauline repose sa main sur le drap et se dirige vers la porte lorsqu'elle entend une voix faible. « Attendez. » Pauline revient près de lui. « Dites-moi, où suis-je ? Qu'est-ce que j'ai ? Depuis combien de temps suis-je là ? » Eh bien que de questions. Vous êtes dans un petit hôpital de campagne à la Châtaigneraie. Vous avez été trouvé inconscient sur le bord d'une route, à une dizaine de kilomètres d'ici, et vous êtes parmi nous depuis 3 jours déjà. Nous n'avons décelé aucune maladie, juste a priori une immense fatigue. Vous confirmez ? L'homme incline à nouveau la tête sans répondre. À mon tour de vous poser quelques questions, si vous voulez bien. Nous n'avons trouvé aucun papier d'identité sur vous. Alors pour remplacer le vilain numéro qui figure sur vos feuilles de soins, j'aimerais connaître vos noms et dates de naissance. Vous les connaissez ? Oui, ça va. L'homme esquisse un sourire et son visage s'éclaire maintenant. Pauline ne peut détacher son regard de ses yeux. Elle est soudainement prise par ses souvenirs. Ce regard, elle le connaît, elle l'a déjà croisé, elle en est presque sûre.
Pourtant, ses traits encore séduisants, ses cheveux gris coupés courts, ce menton volontaire ne lui évoquent rien. Juste le regard gris-bleu qui la fixe avec bonhomie. L'homme continue. Je m'appelle Enzo Charpentier. Je suis né il y a bien longtemps, un 12 avril 1996. Pauline prend note, déçue, car le nom lui évoque absolument rien. Enzo perçoit le trouble chez Pauline. « C'est mon nom ou mon âge qui vous pose problème ?» s'amuse-t-il. « Non, ni l'un ni l'autre, » bafouille Pauline. « Pour tout vous dire, j'ai le curieux sentiment de vous avoir déjà rencontré, mais je ne parviens pas à m'en rappeler. » Enzo fronce légèrement les sourcils, se concentre. Il fixe Pauline qui rougit jusqu'aux oreilles et décrète. « Non, décidément non, je ne pense pas qu'on se connaisse. Un joli minois comme ça, je m'en souviendrai. » Pauline écarlate ne sait que répondre. « Allons, allons, murmure-t-elle embarrassée. Je crois que nous avons passé l'un comme l'autre l'âge de se dire des sornettes. » Vous avez sans doute raison, je suis un peu vieux maintenant, pardonnez-moi, soupire l'homme contrit. Puis avec malice. Je regrette juste que nous n'ayons pas une bonne trentaine d'années en moins. Cette fois, Pauline rit de bon cœur, mais elle se reprend rapidement. Au moins, vous vous remettez plutôt vite, c'est bien. Je dois vous laisser maintenant, j'ai d'autres passions à voir, et vous devez vous reposer. Je repasserai tout à l'heure. Ne m'oubliez surtout pas, hein, implore Enzo tandis que Pauline quitte sa chambre. Ça ne risque pas, se dit Pauline avec un sourire très large. Elle sent son cœur battre d'une façon qu'elle n'a plus ressentie depuis tant d'années, depuis... Bah, c'est si loin. À quoi bon remuer tout ça? Elle a appris à vivre au jour le jour. Alors il suffit de profiter des bons petits moments comme ils viennent. Il y en a si peu. Les jours suivants, Pauline doit bien admettre qu'elle passe un peu plus de temps, chambre 14, que son cœur ressent un léger pincement chaque fois qu'elle pense à son occupant, que son esprit est un peu rêveur, et que Pierre l'a surprise à plusieurs reprises à chantonner, chose qui ne lui arrivait plus si souvent. Un peu curieux, il se pose des questions, mais toujours discret, il se défend de les formuler, et laisse venir Pauline. Il ne peut que s'empêcher de fabuler sur les causes de ce nouveau bonheur mystérieux, et il en remercie la Providence. Maintenant, Pauline occupe ses pauses en visite à la chambre 14. Enzo, bien remis, en forme, devrait quitter l'établissement prochainement. Un peu perplexe à cette idée, il se raconte à son infirmière. « Pour tout vous dire, commence-t-il un jour, je suis rentré au pays il y a quelques mois, après des années d'exil. Que je me suis infligé tout seul, précise-t-il, sentant l'interrogation de Pauline quant à ses crimes. J'ai eu un grave conflit avec mes parents et sur un coup de tête, j'ai tout plaqué, je suis parti. J'ai souvent regretté Colombine, ma petite sœur, et c'est pour elle que je suis revenu. Mais tout a tellement changé ici que je doute de la retrouver maintenant. » Il s'interrompt, soudain conscient du bouleversement qui touche Pauline. Elle s'est laissée tomber sur le bord du lit et ne peut retenir les larmes qui glissent sur ses joues à peine ridées. « Qu'ai-je dit ? Je n'ose croire que mon histoire soit si triste, s'inquiète-t-il en se redressant et en prenant le bras de Pauline. Elle lève alors vers lui son regard ambre, voilé de larmes. « Je l'ai connue, votre sœur. Voilà pourquoi vous m'étiez si familier. Votre regard et le sien sont identiques. Votre mère se prénomme Agathe, si je ne me trompe pas. » Pour la première fois, c'est Enzo qui se montre affecté et abasourdi. Il balbutie. « Comment est-ce possible ? Oui, ma mère s'appelle Agathe. J'ignore si elle vit toujours. Et Colombine alors ? Vous savez où je peux la trouver, Pauline ?» Sa voix s'est faite presque suppliante, comme s'il refusait d'accepter ce que l'état de Pauline lui laisse entrevoir. Pauline le regarde intensément. Elle a posé sa main sur celle d'Enzo. Elle est partie, il y a si longtemps. C'était en 2023 ou 2025. Je commençais tout juste à travailler ici. Elle est restée avec nous plusieurs mois avant que la maladie ne l'emporte. Agathe venait la voir pratiquement tous les jours, votre père aussi. Elle était si courageuse, si jeune, si jolie.
Elle m'avait raconté son histoire, votre histoire, comment vous aviez rejeté l'éducation de vos parents, comment vous leur reprochiez sa maladie et tant d'autres choses. Elle était si malheureuse de vous avoir perdu. Je crois qu'elle avait un amour et une admiration sans bornes pour vous. Les doigts d'Enzo se crispent sur le bras de Pauline. Les larmes s'amoncellent au bord de ses yeux. Ils avaient tellement d'argent, cet argent que je haïssais. Et elle allait mieux. Alors je suis partie, j'étais confiant. J'étais sûr que leur argent la sauverait. Et n'a même pas servi à cela, déclare-t-il écœuré. Elle était trop atteinte. Quand elle a rechuté, nous n'avons rien pu faire d'autre que d'atténuer les douleurs, et elle est partie en douceur. Je crois que j'ai besoin d'être seule maintenant, s'il vous plaît. Bien sûr, murmure Pauline en s'esquivant. Elle referme la porte doucement derrière elle et pousse un profond soupir. Pauvre Enzo. Comment le réconforter? Elle vient de l'anéantir, de lui faire perdre ses dernières illusions. Que va-t-il devenir? Ce soir-là, rentrée à la maison, elle confie son histoire à Pierre. Celui-ci l'écoute attentivement. Il réfléchit. Le monde est incroyablement petit, et nos vies ne sont souvent que des suites de hasards et de coïncidences. Agathe et Jeanne ont été si proches, puis elles se sont éloignées pour que vous, les enfants, vous vous retrouviez. Lorsque j'ai rencontré Enzo la dernière fois, c'était... il y a une vie, il avait 5 ans. Mais je serais heureux que nous l'accueillions sous notre toit, provisoirement ou durablement, comme vous en déciderez. Pauline en croit à peine ses oreilles. Ce père qu'elle aime, qu'elle vénère, vient une fois de plus lui démontrer ses qualités de cœur. Ils ont à peine de quoi se nourrir, se chauffer, mais ils vont partager. « Papa, murmure-t-elle, si tu savais à quel point je t'aime et j'apprécie tes décisions, toujours les plus justes. J'avoue être un peu embarrassée de faire une telle proposition à Enzo, et je préférerais que tu lui fasses toi-même au nom de ton ancienne amitié avec ses parents. » « C'est d'accord, ma chérie. Je t'accompagnerai à l'hôpital demain. » Enzo refusa tout d'abord l'offre de Pierre. Il lui semblait trahir ses principes en logeant chez d'anciens amis de ses parents. Ils discutèrent longuement, et finalement sympathisèrent. Enzo se souvint de Jeanne, dont sa mère parlait beaucoup à une époque, et il lui sembla finalement cohérent d'accepter l'invitation, tout simplement. De plus, il avait à cœur de rester proche de Pauline, pour qui il nourrissait des sentiments à peine voilés. Pauline se sentait revivre à l'idée de cette présence. Pierre était quant à lui rassuré. Sa route pouvait bifurquer maintenant. Il avait rempli sa mission et pouvait partir rejoindre sa Jeanne. Il était si fatigué de cette vie.